Bonsoir. Eh bien, 3 titres dans ce numéro de Zoom, le Vietnam, l'Allemagne et le chômage. Robert Buchard est rentré il y a 2 jours du Vietnam et son intention avant d'y partir était de tenter de faire le portrait d'un officier sud-vietnamien qui aurait connu l'autre guerre d'Indochine et qui aurait pu ainsi nous faire, si j'ose dire, bénéficier de son expérience des 2 guerres qu'il aurait connues. Cet officier, Buchard l'avait trouvé, rendez-vous avait été pris pour ce reportage, il a été tué la veille du rendez-vous. C'est donc tout autre chose que vous allez voir ce soir. Buchard a suivi une compagnie de paras sud-vietnamiens à laquelle était attaché un advisor, un conseiller militaire américain qui s'appelle le sergent Bernard. Cette unité est une unité moyenne, le sergent Bernard est un sergent, un conseiller moyen, et les 3 jours où Buchard a vécu avec ces gens sont 3 jours de routine. Derrière les grandes batailles de Hue ou de Khe Sanh, qui sont des batailles abondamment décrites un peu partout, vous le verrez, cette guerre a un visage quotidien qui ne manquera pas de rappeler aux Français un certain nombre de souvenirs. À l'arrière-plan de cette guerre de routine, il y a les civils, et parmi les civils, surtout, vous le verrez, les enfants. C'est la 3e génération de Vietnamiens qui naît dans la guerre, et ces enfants ne sont plus tout à fait comme les autres enfants. Alors voilà, 3 jours de guerre, 3 jours de routine au Vietnam, au milieu, un Américain bien tranquille, il a connu Paris. Au point de vue autoroute, au point de vue de la circulation, au point de vue de garer votre bagnole, vous n'avez pas de trouble là? On a plus de troubles qu'au Vietnam, ça, pour garer sa voiture, c'est sûr, mais enfin, c'est pas des gros problèmes. Non, mais si vous êtes à Saigon, vous avez le même problème qu'à Paris au point de vue des voitures, c'est terrible. Est-ce que Paris a changé ou c'est le même Paris qu'avant? Un peu plus de voitures et les immeubles. Je suis en train de dire, vous avez des gratte-ciel en maintenant là-bas. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai radio. Hey, go ahead. I'm not sure whether we'll be able to bank up on that. I will try. Roger, don't get out there too far by yourself if you can't do it, or just let off and go ahead. Charlie or Roger. On vient nous signaler à la radio qu'il y a 300 Vietcong à 5 km. Et puis personne n'a l'air de bouger. Ah oui, mais personne n'a l'air de bouger parce que ici, c'est notre secteur. Mais vous avez entendu cette conversation. C'est un secteur qui est au-dessus de nous, qui lui prendra les choses nécessaires pour engager cette formation. Mais là, vous avez le contact avec le Vietcong, là? Oui, mais c'est petit, ça, c'est 1 ou 2. C'est l'arrachement. C'est normal. Enfin, ça peut devenir important, non? Oui, on ne sait jamais. Hein. Ça peut devenir important. Alors, on va attendre. Si ça devient important, eh bien, on ira avec les chars. L'avion d'observation, là, il travaille pour vous, là, en ce moment? Oui, il travaille pour nous. Vous avez le contact avec lui? Ah oui, nous avons contact avec lui. C'est pour ça que je vous dis, la radio, c'est la vie du soldat. Sans communication, vous n'avez rien. « 9 heures du matin. Le dernier né des lance-roquettes américains est utilisé pour la première fois. Alors après usage, on le jette. On le jette, oui. Sur une fois, puis vous le jetez. Ça pèse seulement que 2 kilos.
Une heure plus tard, dans le village, un enfant se présente en pleurant. Premier geste des soldats, lui enlever sa chemise pour vérifier que la bretelle d'un fusil n'a pas laissé de traces. Il prétend, les Viet Cong sont à 200 mètres, ils vont attaquer. Je pense qu'ils vont peut-être attaquer cet établissement ici ce soir ou cet après-midi très tard. Ah bon? Et vous faites confiance aux gosses comme ça? Oui, en principe, nous faisons confiance parce qu'ils font certaines choses sans le savoir et ils nous disent exactement ce que nous voulons. Comme au premier corps à Yolin, nous étions dans un convoi et j'étais dans le premier camion et j'ai observé des enfants qui avaient les mains sur les oreilles et les bouches ouvertes. On n'a pas trop fait attention au premier, on s'est arrêté, on les a regardés, ils ont mis leurs mains sur chaque côté. Alors on a recommencé le camion et nous sommes repartis quelques mètres et ils ont remis les mains sur les oreilles et ils ont ouvert les bouches. Alors tout de suite on a compris que le Viet Cong avait planté des mines. Ils avaient planté des mines, c'est exact. Ça arrive souvent que ce soit des enfants qui viennent des renseignements? Oui, eh bien les enfants sont beaucoup plus... Les personnes qui sont assez âgées pour comprendre ce qui peut arriver quand ils dénoncent le Viet Cong est un peu différent des enfants. Les gosses, c'est comme partout au monde, c'est des gosses, ils voient quelque chose, éventuellement ils vont s'en parler, qui éventuellement va venir à nos oreilles, et bien entendu, on peut parler aux enfants, et c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire de ce gosse qui habite le bataillon, le commandant du bataillon a demandé si son père avait un fusil ou pas, et l'enfant a dit non, mon père n'a pas de fusil. Alors ils lui ont parlé, puis après 10-15 minutes, ils lui ont demandé ce qu'il voulait faire quand il grandissait. Et l'enfant, il ne savait pas quoi dire, il n'a dit rien. Et bien, le commandant lui dit, voudrais-tu devenir un parrain de ces jours et tu aurais un bon uniforme de camouflage et un fusil et tout ça. Et le gosse, il a dit, oh, ben, mon père, il en a un meilleur que le vôtre. Peu avant midi, une patrouille arrête 2 suspects, dont l'un a une cicatrice à l'œil. Đứng ở dưới bưng quá, rồi cái ngồi cái ổng đứng dưới rồi cái tụi con mới lên trên này cái tụi con bị bắt rồi cái ổng đi theo mấy kia đi lên mình áp cái tụi con ngồi trên kia. C'est eux, dit l'enfant. Ils avaient des fusils. Les 2 suspects protestent. Ils disent aux soldats, comment pouvez-vous jouer avec nos vies sur le seul témoignage d'un enfant? Finalement, les soldats relâchent les 2 suspects. Le transistor diffuse le dernier tube de Radio Saigon, ces mots stupides. Je suis au Vietnam depuis 30 mois et je n'ai pas retourné en Amérique encore et je viens juste de m'engager pour 6 autres mois au Vietnam. Et si je me suis engagé 6 autres mois au Vietnam, c'est parce que je sais ce qui se passe au Vietnam et ce que les Vietnamiens veulent faire est correct. Le lendemain, au cours d'un accrochage, les 2 suspects de la veille sont faits prisonniers. L'enfant ne s'était pas trompé. Ça, c'est chinois 82 mm. Là, le but, là. Bon. L'infanterie nord-vietnamienne est une des meilleures infanteries du monde, et probablement la meilleure. Et je regarde que de la façon qu'ils creusent dans la terre, qu'ils
se cachent dans la terre, qu'ils peuvent se camoufler, je leur donne un respect sur lequel je me méfie. Alors c'est là qui est caché, là. Derrière le... Oui, derrière. Ouais, bien, il y a une petite porte là à l'intérieur et c'est vide, ça. Alors c'est à l'intérieur qu'il a été fusillé. Comment ça se fait, sergent, qu'il est habillé en parachutiste, ce Vietcong? Eh bien, nous l'avons habillé en parachutiste pour garder sa vie, parce que s'il reste en civil comme les autres, le Vietcong, bien entendu, vont le voir et ils vont mettre un homme avec un fusil télescopique et ils vont le tuer. Alors c'est pour ça que nous l'avons mis en tenue parachutiste pour qu'il ne soit pas tué. Qu'il ne soit pas tué avant d'arriver à la cache. Avant ou après. Pour nous, qu'il est vivant, c'est beaucoup plus intéressant pour nous que s'il était mort. La propagande est beaucoup plus grosse et la psychologie est là aussi. Parce que ça arrive que le Vietcong surveille ses prisonniers à les descendre. Oui. S'ils croient qu'ils vont nous dire exactement où ils sont, ils n'hésiteront pas à le tuer. C'est militaire, ça c'est... Alors ils mettent un tireur d'élite avec un fusil à lunettes. Ah oui, il attend. Il vous le pige. Et il le pige à voilà. 200 mètres. Exact, c'est ça. 200, 300 mètres, 400 mètres. Un mensonge où il y avait une trappe pour les tuer tous les deux. Il y en a où c'est l'autre. Les emmenés là. Il les avait fait Il a dit qu'il essayait tous les deux, de les tuer tous les deux. Il a essayé de les tuer tous les deux. Là, voilà. Đưa qua chỗ chết và đéo khó dễ á. Pourquoi il le maltraite là? Il n'a pas maltraité très dur, il a simplement poussé avec son fusil, mais il a essayé de le faire sauter sur une mine pour se débiner. Alors, bien entendu, le soldat il est un peu en colère. Vous pouvez voir qu'il n'a pas frappé très dur, il est en bon état. Seulement que le soldat, lui, il est en colère parce qu'il a presque perdu sa vie là-bas, sur une mine. C'est une mine qu'il avait, que le Vietcong avait placée. Il avait placée certainement pour faire ça. Pour faire ça, ouais. Au cas où ils sont pris, Pour dans les gens. ramener là-bas où il y a le fusil. Ouais. Le type, il saute, il marche sur la mine, le soldat vient marcher sur la mine, le soldat explose, le gars se déchaîne de ses machins, prend son fusil et tout le temps. Alors, c'est pour ça que le soldat est un peu en colère. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez de la façon de se battre des Américains ici au Vietnam? Des unités constituées. Je pense que nous nous battons un peu trop conventionnellement, mais jusqu'à maintenant, ça nous a permis de gagner toutes les grandes batailles que nous avons été agrégés avec le Vietcong. Et je crois que c'est celles-là qui ont précipité le Vietcong à faire ce qu'il a fait durant tête. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre ici? Bon, je pense qu'elle durera encore pour quelques temps, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est très difficile à dire exactement combien de temps qu'elle durera. Je pense que la question reste à Hanoï plus qu'elle reste à nous ici. Vous n'avez pas peur de perdre la guerre? Non, je n'ai pas peur parce que je ne pense pas... l'idée ne m'est jamais venue dans la tête que je la perdrai. Ce qui se passe maintenant à Khe Sanh, qui est littéralement assiégé, vous ne croyez pas que ça peut se produire ailleurs, ça? Non, ça ne peut pas se produire parce que deux choses. En premier, les guérillas, il faut comprendre qu'ils peuvent attaquer où ils veulent, quand ils veulent, dans des établissements fixés, comme les cités. Et à Khe Sanh, eh bien, la question se repose que si on ne pourrait jamais perdre à Khe Sanh parce que si vraiment les choses devenaient trop dures pour nous, je suis sûr qu'on peut mettre 2 ou 3 piles atomiques et on ne parlera plus des aventures de Khe Sanh. Alors je ne pense pas que si on veut vraiment se mettre dans l'idée que nous ne perdrons pas, on ne peut jamais perdre. Est-ce que vous aimez le Vietnam? Oui, j'aime le Vietnam, autrement je ne serais pas resté ici 2 ans et demi. Je me suis encore engagé pour 6 mois pour rester ici. Et pourquoi vous aimez ce pays?
J'aime les gens, j'aime les coutumes, j'aime leur façon de vivre. Ça me rappelle un peu de la France. Ils prennent leur temps de ce qu'ils font. Ils ne sont pas aussi efficaces que le peuple américain ou que le peuple allemand, mais j'aime le Vietnam. Est-ce que les autres conseillers américains qui sont là aiment le Vietnam? Oui, nous avons des sergents, et spécialement dans cet établissement ici. Nous avons un sergent, ça fait 48 mois qu'il est ici. Nous en avons un autre, ça fait 42 mois qu'il est ici. Nous en avons 3 autres, ça fait vers 36 ou 30 mois qu'ils sont ici. Et ils sont restés avec les unités vietnamiennes. Alors je pense qu'il y a assez d'Américains qui aiment le Vietnam. L'après-midi, accrochage. Les Sud-Vietnamiens progressent debout. Le fusil mitrailleur tire au sol pour faire sauter les mines. Vous étiez à Dien Bien Phu, vous? Oui. Avec qui vous étiez à Dien Bien Phu? Avec 6e BBC. 6e BCCP? Qui c'était votre patron? Commandant Bizarre. Commandant Bizarre. Général. Maintenant il est général. Vous savez qu'il est général? Oui. Alors vous vivez comme les Vietnamiens, vous mangez comme eux, mais malgré tout vous n'arrivez pas à penser comme eux. Ah non, ça, vous voyez, non, on ne peut pas penser comme eux parce que nous n'avons pas la même culture. Et nos coutumes sont beaucoup différentes que leurs coutumes. Et je pense que nous attachons plus d'importance à la vie qu'ils le font. Et alors c'est impossible de penser